Il y a quelque temps, un ami m'a envoyé un article sur la manière que l'on a de prédire la propagation des virus dans notre société. Article que je vous mets bien évidemment en description et qui date de 2013. L'article étant en anglais, il est peut-être un peu difficile pour certains de le comprendre. C'est pourquoi j'ai eu envie de retranscrire l'essentiel en vidéo. Je précise que je n'apporte rien de nouveau par rapport à l'article original, c'est le même mais en un peu simplifié et sous une autre forme. La propagation des virus, des opinions ou toute autre chose qui peut se répandre spatialement au cours du temps est souvent régie par des lois très complexes. Cela est principalement dû au fait que la propagation d'un virus dépend énormément des paramètres comme le lieu de départ de l'épidémie, que l'on appellera par la suite point d'origine, le type de virus, la façon dont nous gérons la crise, etc. Cependant, ce problème est fortement lié au développement industriel de notre société et au développement exponentiel des moyens de transport qui font que le virus se déplace vite et sur de grandes distances. Si on analyse les données d'épidémie il y a plusieurs centaines d'années, prévoir la manière dont allait se propager le virus est assez simple. Le virus se propageait en cercle concentrique au fil du temps en partant du point d'origine, la ville dont est parti le virus. Il suffisait de connaître la vitesse de propagation du virus pour prédire son évolution. Aujourd'hui, avec les avions, les trains et autres moyens de transport, un homme peut aller à l'autre bout de la planète en moins d'une journée. La règle du cercle concentrique n'a donc plus aucun sens aujourd'hui. Cependant, on peut essayer de faire des simulations informatiques extrêmement compliquées qui permettent de prédire l'évolution des virus, mais cela demande des ressources énormes pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur des espérances. D'ailleurs, le modèle le plus simple pour prédire l'évolution d'un virus au sein d'une population est bien connu puisque c'est la méthode SIR, liée en description. Les auteurs de l'article ont donc axé leur travail sur la propagation spatiale du virus, c'est-à-dire que leur but était de pouvoir déterminer avec le plus de précision possible la date du premier cas recensé dans chaque état. Ils ont donc commencé par essayer le modèle le plus simple, en regardant si le temps d'arrivée du virus dans un pays est corrélé à sa distance au point d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont regardé si le schéma du cercle fonctionnait. On représente cette étude dans un graphique avec en abscisse la distance au point d'origine et en ordonnée le nombre de jours qu'a mis le virus pour atteindre le pays en question. Par exemple, si le pays A est à 500 km du point d'origine et que l'épidémie a mis 7 jours pour arriver, on place le pays A à cet endroit. L'article étant de 2013, ils ont fait des tests sur 3 cas. Une simulation informatique, les données du virus H1N1 de 2009 et l'épidémie du SRAS en 2003. Dans les 3 cas, on voit bien qu'il n'y a aucune logique qui semble se dégager et que les points sont tous mis de façon chaotique. Par exemple, pour le H1N1 qui est parti du Mexique, il a fallu que quelques jours pour que le virus arrive aux États-Unis, alors qu'il en a fallu presque 125 pour arriver dans d'autres états à la même distance. Comme on s'en doutait, ce modèle très simpliste ne fait pas du tout l'affaire. Ainsi, ils se sont dit, ok, la vraie distance ne marche pas, essayons de créer notre propre distance pour voir ce que cela donne. Pour ce faire, on va avoir besoin de quelques notations. Dans la suite, M et N vont désigner deux pays quelconques. Ainsi, FMN, c'est le nombre moyen de passagers qui vont de M vers N chaque jour, et Fn, c'est le nombre total moyen de passagers qui vont vers la ville N chaque jour. Je précise que les passagers que l'on prend en compte sont ceux qui voyagent en avion seulement. On ne va prendre en compte que le trafic aérien. PMN, c'est FMN divisé par Fn. C'est donc la proportion des passagers qui vont vers N, mais qui viennent de M. Par exemple, si chaque jour 15 passagers vont de M vers N et 100 passagers vont à N, on a FMN qui est égal à 15, Fn qui est égal à 100, et PMN qui est égal à 15 divisé par 100, soit 0,15. On a donc logiquement PMN toujours compris entre 0 et 1, et pour la suite on va supposer qu'il y a toujours au moins une personne qui va de M à N, comme ça P de MN n'est jamais nul. Maintenant, un peu de maths mais c'est nécessaire, on va voir très simplement ce qu'est le logarithme. Je ne vais pas détailler la notion de base, pour ceux qui s'y connaissent on va parler du logarithme décimal, et pour les autres, dites-vous juste que chaque nombre strictement positif a son propre logarithme, et nous on va parler de celui qui est associé au nombre 10. Rappelons juste que 10 puissance n, c'est une multiplication de n fois le nombre 10. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, donc 1000. Le logarithme en base 10 donc, c'est une fonction, notée log, qui prend un nombre x strictement plus grand que 0 en entrée, et qui nous donne un nombre n qui correspond à la puissance à laquelle il faut mettre 10 pour avoir notre nombre d'entrée. Par exemple, log de 10 c'est 1, parce que 10 puissance 1 vaut 10. Log de 100 c'est 2, parce que 10 puissance 2 c'est 100. Log de 0,1 c'est moins 1, parce que 10 puissance moins 1 c'est 1 divisé par 10 puissance 1. En effet, 10 puissance moins n c'est 1 divisé par 10 puissance n. Pour les valeurs qui ne sont pas des puissances de 10, il faut le calculer de manière approchée. Par exemple, log de 4 vaut 0,602 et des brouettes. On peut donc remarquer plusieurs choses qui vont nous servir pour la suite. Tout d'abord, log de 1 vaut 0, puisque 10 puissance 0 vaut 1 par convention. Ensuite, plus le nombre d'entrées est proche de 0, plus son logarithme est grand négativement. Quand x tend vers 0, log de x tend vers moins l'infini. Revenons à la distance que l'on souhaite créer, ou plutôt les deux distances que l'on souhaite créer.
on va en effet créer une première distance qui sera une distance intermédiaire. Ainsi, on définit la première distance petit d mn, la distance entre la ville m et n qui vaut 1 moins log de pmn, qui je le rappelle est la proportion des personnes allant à n et qui viennent de m. En faisant ça, si beaucoup de personnes qui vont à n viennent de m, p de mn se rapproche de 1, donc son logarithme se rapproche de 0. La distance petit d se rapproche de 1 et les deux villes sont donc considérées près l'une de l'autre. Si, par contre, beaucoup de gens vont vers n tous les jours, mais que très peu viennent de m, p de mn se rapproche de 0, donc log de p de mn sera grand négativement, donc les deux villes seront considérées éloignées l'une de l'autre. En effet, 1 moins une très grande valeur négative, c'est 1 plus une très grande valeur négative, donc la distance sera très grande. Ce qu'il est vraiment important de comprendre, ce n'est pas les définitions rigoureuses que je viens d'énoncer ou les potentiels calculs que l'on peut faire avec, mais c'est l'interprétation de tout ça. Sur notre nouvelle carte, les villes proches sont celles pour lesquelles le trafic humain est très important, qui peut donc favoriser la transmission d'un virus. Par contre, si peu de personnes vont d'une ville à l'autre, alors elles sont éloignées sur notre carte, puisqu'il y a moins de chances que le virus soit véhiculé par quelqu'un dans la ville d'arrivée. Les plus matheux auront sans doute diqué sur l'utilisation du mot distance. En effet, elle ne respecte pas certaines propriétés de la distance. Déjà, elle n'est pas symétrique. Aller de A vers C peut être plus long qu'aller de C vers A. Si 90% des personnes qui vont à C viennent de A, la distance de A à C vaut environ 1,05. Mais si seulement 10% des personnes qui vont vers A viennent de C, la distance de C à A vaut 2. Dans ce cas, si le point d'origine du virus est A, il mettrait moins de temps à atteindre C que le temps qu'il faudrait au virus pour partir de C et atteindre A. L'inégalité triangulaire n'est pas non plus respectée. Aller directement de A à C peut être plus long qu'aller de A vers B puis de B vers C. Ce qui est logique, si beaucoup de personnes vont de A vers B et beaucoup de personnes vont de B vers C, mais que très peu de personnes vont de A vers C, le virus va plus facilement se propager de A vers C en passant par B. On peut donc maintenant définir la vraie distance entre les villes M et N, que l'on note grand D, Mn, qui est le chemin le plus court pour aller de M vers N avec la distance intermédiaire que l'on a introduit juste avant. Ainsi, dans l'exemple précédent, grand D de AC serait donc ce chemin rouge, et pas celui en vert. Ce n'est toujours pas une vraie distance car elle n'est pas symétrique, mais on a au moins résolu le problème de l'inégalité triangulaire. Passons maintenant à l'incroyable partie de l'article. Qu'est-ce qui se passe si on regarde l'évolution d'un virus dans notre société sur une carte du monde avec notre nouvelle distance d'après vous? Eh bien on retrouve exactement et avec une précision incroyable compte tenu du nombre de facteurs en jeu, la propagation en cercle concentrique. Ces images correspondent à l'évolution d'un virus simulé informatiquement et on peut clairement voir le cercle. On peut aussi voir une simulation informatique de la propagation d'un virus au fil du temps, avec à gauche la nouvelle carte et à droite la carte réelle. Ici, l'épidémie part de Paphos, en Grèce. J'imagine qu'une simulation informatique ne vous satisfait que très peu, et voyons donc ce qu'il se passe avec le H1N1 et le SRAS. Je vous rappelle que les graphiques correspondant à la vraie carte sont ceux-ci. Les graphiques avec la nouvelle carte sont ceux-là, et on peut clairement voir que la corrélation distance-temps est incroyable. Plus les villes sont éloignées, plus le virus met du temps à les atteindre. Cela permet aussi de réaliser une tâche assez difficile en temps normal, qui est de déterminer le point d'origine de notre épidémie. En effet, le problème avec les données récupérées est qu'elles sont rarement très précises et elles peuvent être fausses de quelques jours par exemple. Or, les épidémies se répandent très vite aujourd'hui, donc la moindre erreur dans les données de base peut mener à un résultat final totalement faux. Et il est donc très dur de trouver le point d'origine grâce à ces données. Par contre, on peut sans trop de difficulté connaître la zone d'origine, même si elle n'est pas très précise. On peut donc simuler la propagation du virus sur notre nouvelle carte en prenant comme point d'origine les principales villes susceptibles d'être le point d'origine. Ici, c'est ce qu'ont fait les chercheurs avec l'épidémie simulée. Chaque image représente l'évolution du virus en considérant une ville différente comme étant le point d'origine de l'épidémie. On peut voir qu'un seul des potentiels candidats admet un beau cercle concentrique, donc on sait que l'épidémie a démarré ici, et c'est en effet la ville de laquelle est parti le virus simulé. Ce qui est assez dingue, c'est que l'on pourrait théoriquement appliquer ces résultats à tout ce qui est susceptible de se transmettre, des opinions, des idées ou encore des rumeurs. De plus, les chercheurs avouent eux-mêmes être surpris de la qualité des résultats et je trouve ça assez marrant, ça montre bien que les résultats sont incroyables. Si jamais cela vous intéresse, l'article est en description et il reste quelques résultats mineurs dont je n'ai pas parlé mais qui peuvent être intéressants. Aussi, ce format change un peu donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Sur ce, à plus!